Quand j'ai commencé à accoucher, ma mère m'a dit: «Nous ne pouvons pas venir. Trop occupés». J'ai compris, jusqu'à cette nuit-là. Je les ai vus sur Facebook. Ils étaient au barbecue de mi-frère pour célébrer les réussites scolaires de sa fille. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement supprimé leur accès à mes comptes. Au matin, ma mère était dans ma chambre d'hôpital, furieuse. J'avais déjà mal quand la contraction a commencé, mais le message a aggravé les choses. Maman a dit qu'il ne pouvait pas venir. Trop occupé. C'était tout. Pas de «je suis désolée», ni de «nous pensons à toi», juste trop occupé. J'étais en plein travail. J'avais 20 ans, seule dans une chambre d'hôpital stérile, agrippant le bord du lit parce que le père de mon enfant était parti 2 semaines plus tôt après m'avoir traité de fardeau. Mes parents étaient censés être le plan de secours. Ils avaient promis qu'ils seraient là quand ça arriverait. Je les ai crus. Je n'ai pas discuté. Je n'ai même pas répondu. C'était juste plus facile de se concentrer sur la respiration et de rester consciente malgré la douleur. Les infirmières allaient et venaient, demandant si je voulais qu'on appelle quelqu'un ou si j'avais besoin de quoi que ce soit. Je continuais à dire non. Je ne voulais pas de pitié. Je ne voulais pas de faux réconfort. Je voulais juste que ce soit fini. À un moment donné, j'ai fait quelque chose que je regrette, mais que je comprends maintenant. J'ai pensé à ne pas la garder. Juste pendant une seconde, cela m'a frappé comme une vague, cette sensation de noyade. Mais c'est passé parce que j'ai réalisé que le bébé n'avait rien fait de mal. Elle était la seule dans ce monde qui ne m'avait pas déçue. Alors, j'ai tout donné pour elle. Je ne me souviens pas de grand-chose après cela, sauf d'une infirmière me tenant la main et me murmurant des mots sur la force. Je n'ai pas pleuré, pas quand les contractions ont empiré. Pas quand j'ai senti ma chair se déchirer. Pas même quand ils l'ont placé sur ma poitrine et que j'ai vu son visage pour la première fois. Mais cette nuit-là, j'avais ouvert Facebook. Ne me demandez pas pourquoi. Peut-être que j'espérais quelque chose. Un message, une excuse, n'importe quoi. C'est là que je l'ai vu. Des photos du jardin de mon frère. Des ballons, des bannières, des sourires, un barbecue avec des burgers, du gâteau et des chapeaux de fête. Tout cela pour célébrer ma nièce qui avait été élue élève du mois, ou quelque chose d'aussi stupide. Il y avait maman, il y avait papa, juste à côté de mon frère, riant et tenant une assiette de travers de porc. C'est à ce moment-là que j'ai senti tout s'éteindre à l'intérieur de moi. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste pris mon téléphone et révoqué l'accès à chaque compte qu'il possédait. Informations bancaires, contacts d'urgence, abonnements partagés, même l'application pour bébé à laquelle j'avais invité maman. Je les ai retirés de l'album photo que j'avais commencé pour ma fille. Je les ai effacés de la liste de notifications de l'hôpital. Tout. Ensuite, j'ai éteint mon téléphone et j'ai fixé le plafond, me demandant comment j'avais pu penser qu'un seul d'entre eux viendrait pour moi. Au matin, la porte de ma chambre d'hôpital s'est ouverte brusquement et c'était maman. Pas en train de pleurer, pas en train de s'excuser, elle était en colère, et derrière elle, j'entendais déjà la voix de mon père monter. Je n'avais aucune idée du genre de tempête qui allait s'abattre. J'avais à peine dormi cette nuit-là. Ma fille était parfaite, calme, faisait à peine un bruit, mais mon cerveau ne s'arrêtait pas. Tout semblait trop fort. Les bips des machines, le souvenir du post Facebook, le silence de mes parents quand j'avais le plus besoin d'eux. Je n'arrêtais pas de me dire que peut-être ils réaliseraient ce qu'ils avaient fait. Peut-être qu'ils arriveraient avec des fleurs ou de la nourriture ou quelque chose pour arranger les choses, ou peut-être qu'ils ne viendraient pas du tout. J'avais tort sur les 2 points. Le matin est venu, et avec lui, ma mère. Elle n'a pas frappé, elle n'a pas souri. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait été personnellement offensé, comme si j'avais ruiné sa semaine. La première chose qui est sortie de sa bouche n'était pas des félicitations. C'était: «Pourquoi nous as-tu bloqués de tout? Ton père ne pouvait même pas voir les photos du bébé. As-tu la moindre idée de ce que nous avons ressenti?» Elle l'a dit comme si j'avais gâché Noël.
Je suis restée assise là, dans mon lit, tenant ma fille, sentant les points de suture tirer chaque fois que je bougeais. Je n'ai rien dit. Je n'en avais pas besoin. Mon silence l'a rendue plus furieuse. Elle a commencé à faire les 100 pas. Elle m'a traitée d'immature. Elle a dit que j'exagérais tout, que ce n'était pas comme si ma nièce allait gagner un prix Nobel. C'était juste un truc d'école, mais c'était quand même un moment familial important. Et tout ne tourne pas autour de toi, Violet. Puis papa est entré, plus fort, plus agressif. Il a dit que je n'avais aucun droit de les couper, que je me comportais comme une gamine, que juste parce que j'avais eu un bébé, je pensais pouvoir traiter les gens comme je voulais. Il n'a même pas jeté un regard à sa petite fille, pas une seule fois. Je lui ai dit de partir, calmement, mais sérieusement. Il n'a pas écouté. Il s'est approché, a commencé à hurler sur tout l'argent qu'ils avaient dépensé pour moi en grandissant, comment ils m'avaient élevée, et que maintenant je les punissais. Il a dit que j'étais juste en colère parce que tu n'étais pas le centre de l'attention pendant 5 minutes. C'est là qu'une infirmière est entrée. Jenna, petite, hargneuse, le genre qui ne plaisante pas. Elle m'a regardée d'abord, puis eux, et a demandé si tout allait bien. Papa lui a dit de se mêler de ses affaires. Il a dit que j'étais sa fille et qu'ils avaient le droit d'être ici. Jenna n'a pas bronché. Elle a dit qu'il devait quitter la chambre. Il lui a ri au nez, lui a dit qu'elle ne pouvait rien lui faire faire. Elle n'a pas pris la peine d'appeler la sécurité. Elle s'en est occupée elle-même. Je ne sais pas ce qui lui a pris, mais elle a lâché son porte-bloc et s'est jetée sur lui. Sans hésitation, elle lui a mis un coup de poing sur le côté de la tête. Il a crié, a trébuché en arrière, et elle l'a frappé encore. Fort. Maman a hurlé. Le 3e coup a atterri avant qu'il ne saisisse enfin la porte et ne sorte en titubant, insultant tout le monde. Maman l'a suivi, criant qu'ils allaient poursuivre l'hôpital et la faire renvoyer. Jenna m'a juste regardée et m'a demandé si je voulais du jus de pomme ou d'orange. J'ai choisi pomme. Quelques heures plus tard, l'infirmière en chef est venue parler de ce qui s'était passé. Jenna recevait un avertissement, mais je pouvais dire à la façon dont tout le monde me traitait après cela des fleurs fraîches dans la chambre, des collations supplémentaires, des visites plus longues que personne ne la blâmait vraiment. Une travailleuse sociale est passée pour prendre de mes nouvelles, poser des questions sur ma vie à la maison. Je lui ai dit que j'irais bien, et je le pensais. J'avais déjà décidé que je ne retournerais pas chez mes parents, même pour une visite. Ils avaient fait leur choix. Je faisais le mien. Cette nuit-là, je me suis assise à nouveau dans le calme, le bébé endormi à côté de moi, sa petite main recroquevillée comme une virgule, et je me suis fait une promesse. C'était mon nouveau départ, le début d'une meilleure histoire. Et si quelqu'un essayait de se mettre en travers de cela, il le regretterait. Je ne le savais pas encore, mais mon frère allait être le premier à essayer, et j'avais déjà 2 coups d'avance. J'étais à la maison depuis exactement 6 jours quand le premier coup a retenti à la porte. Ma fille commençait enfin à trouver un rythme, dormant par tranches de 3 heures, ce qui ressemblait à un miracle. Après ces premières nuits sans sommeil, je commençais à sentir que je pouvais enfin respirer. Je guérissais. J'avais de l'aide du programme de suivi de l'hôpital, quelques amis de mon ancien travail qui apportaient de la nourriture, et ce genre de paix que l'on obtient que lorsqu'on arrête enfin de supplier les gens de s'intéresser à vous. Puis est venu le coup à la porte. Je n'attendais personne, alors j'ai regardé par le Judas et il était là, mon frère Aaron, debout avec un sourire narquois et ses lunettes de soleil posées sur la tête comme s'il passait pour une visite décontractée. J'ai failli ne pas ouvrir la porte. J'aurais dû faire confiance à cet instinct, mais je l'ai fait. Il est entré sans demander, regardant autour de lui comme s'il évaluait l'endroit. La première chose qu'il a dite n'était pas bonjour. C'était « Alors, tu ne laisses vraiment pas maman et papa voir le bébé, même après tout ce qu'ils ont fait pour toi ?» Je n'ai pas répondu. Il s'est lancé dans une longue tirade sur mon égoïsme, sur le fait que nos parents avaient le cœur brisé, qu'ils essayaient juste de faire de leur mieux, que je devais grandir et passer à autre chose.
C'était comme entendre une rediffusion de la crise de mon père à l'hôpital. Mais venant maintenant de quelqu'un qui vivait toujours dans la maison dont j'avais été expulsée à 18 ans pour avoir refusé de faire des études de comptabilité, puis il en est venu au fait. Il a dit: puisque tu joues à l'adulte maintenant, et puisque tu reçois tellement de soutien de l'hôpital et des groupes communautaires, peut-être que tu devrais commencer à rembourser nos parents. Yairi. C'est là que j'ai compris. Ce n'était pas seulement une question de culpabilité. Il voulait quelque chose. Il l'a dit directement. Ils sont fauchés. Ils ont tout donné pour t'aider et maintenant tu les coupes. Si tu tiens un tant soit peu à la famille, peut-être pourrais-tu participer, les aider, payer quelques factures. Je lui ai demandé ce que lui faisait pour aider. Il a haussé les épaules. Il a dit qu'il n'allait pas soutenir deux vieux perdants qui avaient ruiné sa vie. Et juste comme ça, tout s'est mis en place. Le barbecue, la soudaine fausse inquiétude, le chantage affectif, ce n'était pas à propos de ma fille, c'était à propos de leur argent qui s'épuisait. Et maintenant que j'étais seule et que je survivais, ils me voyaient comme un plan de secours. Je l'ai laissé parler, je l'ai laissé déblatérer. J'ai posé exactement les bonnes questions, appuyé sur les bons boutons. Et pendant qu'il se tenait là à dénigrer nos parents, les traitant de parasites et de manipulateurs, expliquant qu'ils méritaient plus, je me suis assurée que mon téléphone, caché dans le coussin du canapé à côté de moi, enregistrait chaque mot. Il ne s'est rendu compte de rien. Pas même quand il a dit: tu crois que j'en ai quelque chose à foutre que maman pleure? Je vendrais cette maison demain si elle était à mon nom. Ils ont de la chance que je ne l'ai pas encore fait. Je l'ai laissé partir en pensant qu'il m'avait convaincu, pensant que j'envisagerais de payer. Il n'avait aucune idée que je venais de collecter la première pièce de ce qui allait tout ruiner pour lui. La surprise est venue plus tard cette nuit-là, quand j'ai réécouté l'enregistrement. À la fin, presque inaudible, après que je me sois levée pour le raccompagner, il y avait une deuxième voix. Une que je n'avais pas entendue depuis des années. Je t'avais dit qu'elle n'était plus aussi malléable qu'avant. Une femme, pas ma mère, personne que je reconnaissais. Quelqu'un attendait dans la voiture, écoutant, et j'avais le sentiment qu'Aaron n'était pas le seul à avoir un plan. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à cette voix. Elle ne durait que quelques secondes, murmurée, mais assez claire pour savoir que ce n'était pas mon imagination. Une femme plus âgée peut être la quarantaine ou la cinquantaine, confiante et totalement inconnue. La façon dont elle l'avait dit sonnait comme un avertissement, comme si elle me connaissait, comme si elle m'observait. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je vérifiais sans cesse le moniteur pour bébé, je faisais défiler les images de ma caméra de porte d'entrée et je passais l'enregistrement jusqu'à le connaître par cœur. Je suis même sortie vers 3h du matin, espérant que l'air froid réinitialiserait mon cerveau. C'est là que j'ai remarqué la voiture garée de l'autre côté de la rue, la même que celle qui était là pendant la journée. Même bosse sur le pare-choc arrière gauche, aucun mouvement, aucune lumière. Je l'ai fixée pendant 1 minute entière avant qu'elle ne démarre enfin sans un bruit. Le lendemain matin, Aaron était partout sur les réseaux sociaux, prétendant qu'il était passé prendre des nouvelles de moi comme un grand frère devrait le faire. Il disait que je m'en sortais très bien et qu'il était fier de moi. Les commentaires étaient pleins de gens lui disant à quel point il était attentionné, quelle chance j'avais de l'avoir. Il essayait de construire une version de l'histoire où il était le héros. Il ne réalisait pas que je travaillais déjà sur quelque chose de plus grand. J'ai édité l'enregistrement juste assez, nettoyé le bruit de fond, mis ses pires phrases en avant, j'ai aussi laissé la voix mystérieuse. Laissons les gens se poser des questions. Ensuite, je l'ai envoyé à quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis presque 1 an. Candace. C'était une ancienne amie de la famille. Elle habitait à quelques maisons de chez nous quand on était petit, mais elle s'était brouillée avec ma mère il y a un moment. Quelque chose à propos d'argent. Elle n'aimait pas mes parents, mais elle détestait les mensonges. Je me suis dit qu'elle saurait quoi en faire. Elle m'a répondu 10 minutes plus tard. Elle a dit: cette voix, c'est Maureen.
la fiancée d'Aaron. Fiancée. Je n'avais aucune idée qu'Aaron était même dans une relation sérieuse. Mes parents ne l'avaient jamais mentionné une seule fois. Lui non plus, mais apparemment, ils étaient fiancés depuis des mois. Maureen refusait simplement de le rendre public à cause de la façon dont Aaron traitait sa famille. Candace m'en a dit plus. Elle a dit que Maureen était riche. Argent de famille, immobilier, le genre d'héritière discrète qui n'aime pas les drames mais ne tolère pas non plus les menteurs. Et apparemment, elle envisageait déjà de rompre les fiançailles. Le lendemain, j'ai envoyé l'enregistrement complet à Maureen directement. Aucun message, aucune introduction, juste un fichier nommé « Au cas où tu penserais qu'il en vaut la peine ». MP3, 3 jours ont passé, puis les appels ont commencé. D'abord maman, puis papa, puis Aaron. Aucun n'a laissé de message vocal, juste des appels manqués encore et encore. Le 4e jour, une nouvelle publication est apparue sur Facebook. Le statut relationnel d'Aaron est passé discrètement de fiancé à Maureen Locke à célibataire. Cette nuit-là, j'ai reçu un message de Maureen. Court, poli, définitif. Merci. Je m'occupe du reste. Quoi que cela signifie. Ce que je n'attendais pas, c'était la vitesse à laquelle tout s'effondrerait après cela. Car moins d'une semaine plus tard, la vie d'Aaron a commencé à se désagréger d'une manière que je n'avais même pas prévue. Ça a commencé avec la maison. Aaron vivait dans l'appartement d'invité à l'étage chez nos parents depuis sa 2e tentative ratée de déménager. La porte du garage a cassé. Il a appelé papa. Les courses? Maman remplissait son frigo. J'imagine que quand Maureen l'a larguée, elle n'a pas été subtile sur le pourquoi. Le mot a circulé vite, surtout dans une ville comme la nôtre. Maman m'a appelé le matin où c'est arrivé. Je n'ai pas répondu, mais j'ai écouté le message vocal, pas par curiosité, mais pour entendre jusqu'où elle tomberait avant de me blâmer à nouveau. Sa voix tremblait. Elle a dit qu'Aaron avait fait ses valises et était parti en trombe en disant qu'il ne leur reparlerait plus jamais. Elle a dit qu'il avait tout perdu à cause de cette fille et du poison qu'elle répandait. La semaine suivante, j'ai appris par un ami commun qu'Aaron s'était présenté au bureau de Maureen en exigeant de parler. Elle l'a fait escorter dehors. Une vidéo a fait surface sur TikTok, pas virale, mais assez pour l'humilier localement. On le voyait crier quelque chose à propos de manipulation et de chantage pendant que la sécurité le retenait. C'était flou, mais son visage était assez clair. Son travail, celui pour lequel maman avait tiré des ficelles, n'a pas duré longtemps après ça. Puis est venu l'argent. Je ne sais pas si Maureen l'aidait financièrement ou s'il vivait simplement bien au-dessus de ses moyens, mais quelque chose a cassé. J'ai commencé à recevoir des textes d'un numéro que je ne reconnaissais pas, suppliant pour de l'aide. Il disait qu'il avait besoin d'un endroit où dormir. Il disait qu'il risquait de faire quelque chose de stupide. Je n'ai pas répondu. Maman et papa n'allaient pas beaucoup mieux. Sans Maureen et son argent, et avec Aaron qui s'effondrait en public, l'attention s'est retournée contre eux. C'était eux qui l'avaient élevé. C'était eux qui continuaient à le défendre, à soutenir ses mensonges. Et maintenant, tout le monde le voyait. Une nuit, une voiture s'est garée devant chez moi. J'ai regardé par la fenêtre, bras croisés, le cœur stable. C'était eux. Ils n'ont pas sonné tout de suite. Ils sont juste restés assis là comme s'ils cherchaient leur courage. J'ai vu maman s'essuyer le visage. Papa agrippait le volant comme si c'était la seule chose qui le maintenait au sol. Finalement, ils sont venus à la porte, ont frappé 2 fois, ont attendu. J'ai ouvert. Ils n'ont pas dit un mot au début, ils sont juste restés là. Puis la voix de maman s'est brisée. Elle a dit qu'ils étaient désolés, qu'ils n'avaient pas réalisé à quel point ils m'avaient déçu, qu'Aaron avait toujours été leur priorité parce qu'il était le plus bruyant, l'enfant à problème, et qu'ils s'étaient convaincus que je n'avais pas besoin d'autant. Elle a dit qu'en le regardant s'effondrer, ils avaient réalisé quelque chose. Ils n'avaient jamais appris à être autonomes parce qu'ils ne l'avaient jamais laissé faire. Mais ensuite est venue la partie que je n'attendais pas. Papa,
L'homme qui avait hurlé sur moi dans une chambre d'hôpital s'est mis à genoux. Il s'est littéralement agenouillé sur mon porche. Maman a suivi. Ils m'ont supplié de leur pardonner. Je n'ai rien dit. J'ai juste fait un pas de côté et je les ai laissés entrer. Le bébé a bougé dans l'autre pièce comme si elle savait que quelque chose changeait. Que peut être, juste peut être, les choses commençaient à tourner. Il n'était pas parfait. Je n'étais pas prête à tout oublier, mais voir ces deux personnes brisées, humiliées, m'a fait réaliser tout le chemin que j'avais parcouru et jusqu'où ils avaient dû tomber pour enfin voir la réalité. Mais l'histoire n'était pas encore finie. Ils semblaient plus petits que dans mes souvenirs. Quand ils se sont assis dans mon salon, c'était comme si quelqu'un leur avait enlevé toute combativité. Ils ne remplissaient plus l'espace comme avant. Mon père gardait ses mains jointes fermement sur ses genoux. Les yeux de ma mère ne s'arrêtaient pas de bouger, passant des photos de bébés sur les murs au berceau dans le coin, puis à moi, comme si elle essayait de mémoriser tout ce qu'elle avait manqué en un seul regard. Personne n'a dit un mot au début. Puis le bébé a pleuré. Je ne me suis pas précipitée. J'ai marché vers elle lentement, je l'ai prise et je me suis rassise dans le fauteuil en face d'eux. Je l'ai bercée comme je le faisais toujours. Elle s'est calmée rapidement, posant sa petite joue contre ma poitrine. Ma mère a murmuré son nom juste une fois, presque comme si elle avait peur de le dire à voix haute. Puis est venu le pardon, ou quelque chose qui y ressemblait. Elle a dit qu'ils n'étaient pas venus à l'hôpital parce qu'ils pensaient que je n'avais pas besoin d'eux, que je m'en sortais si bien toute seule et qu'ils ne voulaient pas interférer, mais ce n'était pas ça. Je pouvais l'entendre dans sa voix. Ce n'était pas la vérité. Elle avait peur. Peur de me voir devenir quelque chose qu'elle n'était pas prête à affronter. Une mère. Une femme qui n'avait plus besoin d'elle. Papa n'a pas dit grand-chose au début. Il restait assis là à hocher la tête comme s'il était d'accord avec des choses qu'il n'avait même pas encore entendues. Puis il a finalement parlé et sa voix était différente, plus calme. Il a dit qu'il n'était pas venu parce qu'il pensait que je lui pardonnerais de toute façon, comme je le faisais toujours. Qu'il n'avait jamais imaginé que je les couperais réellement de ma vie, et cela l'avait effrayé plus que tout. Il a dit que le plus terrifiant était de réaliser que j'avais une vie maintenant qui ne les incluait pas. Une bonne vie. Et puis il l'a dit, j'ai eu tort. Nous avons eu tort. Je n'ai pas pleuré. Je leur ai dit que le pardon n'était pas quelque chose qu'ils obtenaient juste en se présentant, que j'avais élevé leur petite fille seule quand cela comptait le plus, que les seules personnes qui m'avaient aidée étaient des étrangers, du personnel médical et une infirmière qui avait frappé mon père à la tête. Je l'ai dit comme un fait, pas comme une blague. Ils n'ont pas ri. Je leur ai dit que je ne voulais pas de grands gestes ou de chantages affectifs. Je me fichais de ce qu'Aéran disait ou de ce qu'ils avaient perdu. S'ils voulaient faire partie de nos vies, ils devraient le faire discrètement, régulièrement, sans rien attendre en retour parce que je n'avais plus besoin d'eux. Mais j'étais prête à les laisser regagner une place. Je leur ai dit que pour moi, pardonner n'était pas oublier. C'était voir les gens clairement, être pour la première fois, et décider d'avancer malgré tout, en sachant exactement ce qu'ils avaient fait. Et puis est venue la partie que je n'attendais pas. Ma mère a demandé si elle pouvait tenir le bébé. J'ai marqué une pause. Pas parce que je n'avais pas confiance en elle, mais parce que je ne savais pas ce que j'allais ressentir. Mais je lui ai confié. Elle l'a tenu comme si elle tenait quelque chose de fragile et de sacré, et quelque chose sur son visage s'est brisé. Mon père s'est penché lentement, comme s'il avait peur de respirer. Pour la première fois, ils l'ont tous les deux regardée comme si elle n'était pas juste un bébé. Elle était le début de quelque chose qu'ils avaient failli perdre. Cette nuit-là, après leur départ, je me suis assise seule avec ma fille dans le calme. J'ai repensé à chaque moment qui nous avait menés ici, la chambre d'hôpital, le post Facebook, la trahison, la colère, l'enregistrement, le coup à ma porte, et d'une certaine manière, c'était ça, la fin. Pas une explosion dramatique, pas une vengeance, juste deux personnes apprenant que la fille qu'ils avaient négligée
était devenue la femme dont ils dépendaient désormais pour reconstruire leur famille, ou non. Je leur ai pardonné selon mes termes, à mon rythme. Et maintenant, chaque fois qu'ils arrivent avec des courses, ou qu'ils gardent le bébé pendant que je prends une douche, ou qu'ils appellent pour demander comment je vais, pour une fois, je me souviens. Je n'ai pas gagné en les détruisant, j'ai gagné parce que j'ai traversé le moment le plus difficile de ma vie sans eux, et j'ai survécu. Mieux encore, j'ai prospéré. Et maintenant, ils ont la chance d'en être témoins, s'ils ont de la chance.